Je me dis, ah ben, ça, il me reste une solution, c'est d'en finir, clairement. Et il me met un gros KO. En fait, je tombe en semi-KO. Je tombe à genoux, des fourmis de partout dans le corps et une sensation vraiment que j'avais jamais sentie. Et là, hospitalisation, des mois, des semaines, des jours, on va à Montpellier, on va dans d'autres hôpitaux, etc. Et on ne trouve pas ce que j'ai. Je ne sais pas comment les soulager. Ouais. J'ai mal, je m'allonge, j'ai mal, je reste assis, j'ai mal, je reste longtemps debout, j'ai mal, je ne sais pas où je vais. Mais là où je me projetais, c'est malheureux à dire, c'est que je me projetais en fait, à la mort. En fait. J'arrive en fait, j'ai sublimé la maladie grâce à Dieu, en fait. Et j'arrive à en parler, et j'en parle en rappant, en chantant, en écrivant, et je suis heureux, tu vois. Bonjour à tous, bienvenue sur le V2 Podcast. Aujourd'hui, j'accueille Pablo Emmanuel. Je suis ravi de te recevoir. Moi aussi. Ça me fait plaisir. Sans plus tarder, je te laisse te présenter en quelques mots et puis après, on va parler en détail. Pas de souci. Ben, moi, c'est Pablo Emmanuel, 32 ans, j'habite Gemenos, à côté de Marseille, et je suis artiste. Je fais du rap chrétien. Ok, Voilà. ouais. Bon, ça on va en parler en détail. Et t'es arrivé sur le rap parce que t'as eu un parcours de vie qui a été un peu différent de la norme. T'as vécu des choses qui sont particulièrement dures. Avant de parler de cet événement qui a été marquant, j'aimerais bien qu'on pose un peu le contexte, tu vois, et qu'on comprenne un peu qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce que tu faisais avant que un peu tout soit chamboulé. Donc, est-ce qu'on peut reprendre chronologiquement ta vie, savoir voilà, de 0 à 15, qu'est-ce que tu faisais Pas de souci. Alors, moi, j'ai grandi dans une famille, à la base, parce que c'est important de le mentionner, une famille croyante, catholique. Ok. Donc, enfance très bonne entre l'Espagne et la France. Mes parents sont originaires de Malaga. C'est ça, ouais. Tes parents, ils sont espagnols. C'est ça. Moi aussi, je suis franco-espagnol. Donc, ballotté entre les deux, France-Espagne. Donc, sud de la France, sud de l'Espagne. Donc, beau cadre de vie. Et donc, tout se passait bien. À l'adolescence, adolescence normale. Sauf que j'aimais beaucoup me battre à l'école. J'aimais un peu trop me battre. Et mon père, il m'a dit, bon, mais je vais t'inscrire à la boxe. Ok. Mon père était boxeur professionnel durant sa jeunesse. Donc, il m'a dit, voilà, je vais t'inscrire à la boxe, ça va te calmer. Il vaut mieux que tu te battes en sport, en gymnase qu'à l'école. Donc, premier cours de boxe avec mon père, à la base, sans m'inscrire. Et je me dis, waouh, en fait, j'aime énormément. Là, tu es au début de l'adolescence. Là, j'ai 13-14 ans. Ouais, ok. 13-14 ans. Donc, je commence la boxe. Je me prends de passion par ce sport. Je commence les sports de combat. Au début, c'était pas la boxe, c'était sambo combat. Je sais pas si tu vois, c'est quoi. C'est comme le free fight, le MMA. Ok. Sauf qu'à l'époque, on n'avait pas le droit des coups au sol. Comment t'appelles ça? Le sambo combat, c'est russe. Ok. En fait, t'avais tout, t'avais pied-point, projection, sol, sauf que t'avais pas le droit de taper au sol. Okay. Et c'était pas dans une cage. Ok. Mais c'était le même délire. Le principe. Donc, je commence ça, donc avec des bonnes bases de boxe, très content. Je prends bien dans ce sport. Donc, je commence des championnats de la Provence, de la région, puis championnat de France. Donc, je me prépare à fond, je vis que pour ça. Donc, les études, les études. J'étais au lycée, collège-lycée. Ouais. C'était à cette période à peu près. Ouais. Donc, je mets à côté, mais ça va, je suis normal. Mais tu le fais parce qu'il faut le faire, mais je le fais parce que je fais. Mes parents ne me punissent pas d'aller au sport, quoi. Ouais, ok. Donc, à fond dans le sport, les entraînements tout le temps, tous les jours, parce que je m'entraîne en plus des entraînements. Et en fait, je me trouve cette passion que je mets très haut dans ma vie, mais très très haut. Donc, je vivais que pour ça. T'as des ambitions à ce moment-là ou tu le fais par pur plaisir? Si tu t'entraînes au-delà de tes sessions et tout, c'est que tu veux peut-être aller quelque part. Ouais, c'est une bonne question. Ben oui, en fait, c'est par pur plaisir déjà. Et après, forcément, quand je commence à faire des championnats, je me dis, bon, mais il faut que j'arrive au championnat de France, puis au championnat d'Europe, puis au championnat du monde, parce qu'il y avait des gens de mon club qui avaient accès au championnat d'Europe, qui gagnaient le championnat de France. Donc je me disais, bon, mais voilà, maintenant que je suis dans ça et que j'aime ça, je fonce, quoi. On me dit que je suis à peu près bon, donc je fonce. Donc je me prépare un jour pour un championnat de France qui se déroulait à Voiron, près de Lyon, je crois que c'est. Donc je me prépare à fond, j'avais à cet âge-là 17 ans. Et lors de ma préparation, je commence à avoir des douleurs au dos. Du dos. Là, c'est première fois que tu ressens des douleurs bizarres, normales, quoi. J'avais des douleurs suite à des combats, mais c'était plus ou musculaires ou des coups. Ou des tendinites, mais pas une douleur, on va dire, chronique. Ouais. Là, c'était chronique. Mais je pouvais m'entraîner. J'avais 17 ans, j'avais une bonne musculature. T'étais gêné? J'étais gêné. Et donc, je vais voir des médecins, on me stoppe un peu, sauf que j'avais le championnat de France qui arrivait 2 semaines ou 3 semaines après. Ouais.
Je me dis, bon, je me stoppe pas, je vais à fond. On monte au championnat de France. Au championnat de France, là, ben, forcément, lors d'un combat, je vois que j'ai très très mal. Je subis un peu le combat, etc. Donc déjà, en 3 semaines, ça s'est quand même un peu alourdi. Ouais, parce que j'avais intensifié les entraînements. Ok. J'avais intensifié les entraînements. Il faut savoir que dès qu'on arrive près d'un championnat, on accélère plus les entraînements. ouais. Enfin, on se met un peu dans le mal. Donc là-bas, je fais les combats, etc. Je finis troisième. Donc je monte sur le podium. Content, parce que voilà, c'est un championnat de France. D'abord, il faut gagner les championnats de sa région. Donc c'est un long parcours. Donc j'avais 17 ans. Je suis heureux parce que je me dis, j'arrive dans le podium. J'ai quelque chose à faire après. Je peux aller plus haut. Je peux passer peut-être semi-pro, etc., etc. Sauf que les douleurs au dos s'intensifient à ce moment-là. Et je me dis, bon, ben, ça doit être un surplus. Voilà, j'ai enchaîné pendant des années. J'étais très mince petit. Je suis passé d'être très mince à prendre énormément de muscles. Je me dis, mon corps, il change. Je grandis, etc. Voilà, ça doit y jouer à ce moment-là. Ouais, tu te dis que tu as trop forcé. Voilà, c'est ça. J'ai pas assez géré. Donc, j'attends. J'arrête quelques mois. Quand même 2-3 mois. Et je passe mon bac. C'était le moment du bac, etc. Et ça part pas. Ça part pas, la douleur part pas, elle s'intensifie pas, mais elle part pas. À ce moment-là, je pars faire mes études en Espagne, à Malaga, du coup. Mes parents étaient en France. Études à ce moment-là? Alors, je voulais en fait, je voulais travailler dans le sport. Ok. Je voulais soit être dans le sport, soit être dans la Guardia Civile parce que je les voyais toujours costauds. Ouais. Genre, je savais qu'ils avaient des entraînements durs et tout. En fait, c'était pas que je voulais être policier, mais je voulais, voilà. Être payé pour faire du sport. Voilà, et me battre, en fait, parce que je les voyais souvent taper. Et je me suis dit, bon, ben, j'allie tout en même temps, tu vois. Sauf que je me dis, bon, j'ai mal, donc ça va pas être possible. Donc, je commence une fac de langue là-bas. Pour être prof, soit de français, soit d'espagnol, soit les deux. Ayant ben, les deux langues, c'est mes deux langues maternelles, en gros. Donc j'arrive là-bas, tout content, il fait beau, le soleil, Malaga, etc., etc. Là-bas, je commence à sortir, parce que bon, franchement, je suis seul. L'Espagne, c'est connu pour avoir beaucoup de fêtes. Donc je sors, je commence à connaître un autre monde, donc le monde de la nuit, ou du jour, parce que ça sort tout le temps. Jusqu'à maintenant, tu étais un peu à fond dans le sport, tu avais tes objectifs. C'est ça. Tu n'étais pas concentré sur le loisir et la fête, quoi. Tu vois, mes collègues, à cet âge-là, ils fument toujours un peu, ils boivent, ils sortent. Non, moi, c'était pas mon truc. Moi, c'était que le sport, le sport, le sport. Donc, je commence à connaître ce monde. Je me dis, ah, c'est cool. Je m'y prends. Je suis seul là-bas. Bon, j'ai pas mes parents, j'ai de la famille, mais des tantes, des cousins. Moi, je vis seul à ce moment-là, à 18 ans. Mais le sport me manque. Donc, je vais dans un gymnase de boxe. Parce que quand tu dis le sport, il te manque, ça veut dire que tu as presque arrêté de faire de la boxe à ce moment-là? À ce moment-là, j'ai stoppé pendant au moins 3-4 mois. En fait, le temps de passer le bac l'été, je commence la rentrée là-bas septembre, en Espagne. Mais donc, t'as stoppé parce que t'avais autre chose à faire dans ta vie, non, plutôt que... J'ai stoppé parce que je me suis dit, il faut que ça passe, les douleurs passent. Ok. Et donc c'était par rapport à ça. Ouais, voilà, je me suis dit, peut-être en 3-4 mois, les douleurs vont passer. 3-4 mois, je ne me rappelle plus exactement, mais c'était quand même un laps de temps. Sauf que ça me manque. Là-bas, je retrouve une salle de boxe. Salle de boxe où mon père s'entraînait jeune, donc incroyable. Des entraîneurs qui le connaissaient et tout. Et en fait, ils voient que j'ai un potentiel en boxe anglaise. Parce que mon père m'entraîne en boxe anglaise. Donc pareil, il commence à m'entraîner, il commence à me dire, bon ben voilà, je commence à prendre du poids énormément en muscles. Donc content, je monte à 92 kilos, j'avais 18-19 ans. Costaud. Ouais, j'étais au top. Sauf que j'avais ces douleurs, mais pas des masses, tu vois, c'était pas intensif de fou. En attendant, je commence à prendre des sprays, des anti-inflammatoires, tu vois, j'essaye plein de choses pour tenir les entraînements et pour tenir les combats. Donc je fais des combats, ça se passe bien. Et un jour, il arrive un combat fatidique un peu dans mon histoire où en fait je combats, c'était un interclub. Interclub, c'est un club contre un club, mais c'est pas forcément des arbitres officiels, etc. Là, j'avais 18-19 ans et je tombe contre un gars de 32 ans, enfin 32. Je crois qu'il avait plus de 10 ans que moi. Le poids un peu plus élevé, c'était pas trop. Mauvais délire. Voilà. Et il me met un gros KO. En fait, je tombe en semi-KO. Je tombe à genoux, des fourmis de partout dans le corps et une sensation vraiment que j'avais jamais sentie. Donc des fois j'étais un peu aux entraînements, je sentais des coups que ça me déstabilisait, mais là voilà, je tombe à genoux, je me demande ce qui se passe. Troisième round, d'habitude j'en tenais je sais pas combien. Le dos, hyper mal au dos à ce moment-là. Avant ce combat, j'arrivais même pas à lasser mes chaussures, etc. Donc voilà, un mood un peu bizarre. Là j'arrête la boxe. Je me dis bon, j'arrête la boxe. Là tu t'es déjà fini. Je me dis ouais là c'est trop compliqué, j'ai un problème au dos, je le sens. Je m'entraîne de moins en moins, je suis de moins en moins performant.
À la suite de ce chaos, j'ai commencé à avoir de plus en plus de douleurs. Des grosses douleurs au dos, aux épaules. Bizarre. Je suis plus mes études et je commence à sortir de plus en plus. Je sors. Et je me dis en fait où je vais. Je suis seul en Espagne, je tue toute ma bourse. Enfin, Ouais. il faut que je rentre en France. J'avais de plus en plus de douleurs, il faut que je rentre en France. Je rentre en France. Mon père il me dit bon Pablo, il faut qu'on voie des médecins. C'est pas normal, ça fait déjà plus d'1 an. Du coup, ça fait 1 an depuis le championnat de France, plus mes études en Espagne 1 an quoi. Parce que les douleurs, juste pour que les gens y comprennent un peu, c'est pas du style une courbature, Non. au bout d'une semaine Non, ça non. passe, c'est un truc où tu te dis. C'est ça, je me dis c'est pas normal. Ouais. Parce qu'en étant sportif, pas de haut niveau, mais presque, je savais ce que c'était des douleurs, et surtout en sport de combat. Là, c'était des douleurs chroniques, Ouais. vraiment profondes en moi. Donc, rentrant en France, j'essaie de la natation. Entre 2 rendez-vous de médecins qui me Ok. disent fais de la natation, arrête la boxe. Et là, en fait, à la suite, on a pensé que c'était à la suite du chaos et de cette natation un peu, on sait pas trop. J'ai eu une paralysie de l'épaule, en fait. Un matin, je me suis levé, j'avais le bras complètement paralysé. Ok. Donc, Sans... Des fois, tu dors dessus, tu on sais. sait pas. Mais là, non. Ouais, paralysé. Donc là, on a fait le lien peut-être avec le chaos, parce que des fois, neurologiquement, il peut se passer des choses. Ouais. Peut-être avec la natation. Peut-être à ce moment-là, je savais pas ce qui m'arrivait. Ouais. Donc j'avais la main, je pouvais plus bouger. J'avais la main comme Jamel Debbouze en fait. Ouais, dans Je la la poche. calais. Ouais, c'était incroyable. Sauf que là, j'ai 19-20 ans. 19-20 ans, j'ai une épaule complètement paralysée. Je peux plus la bouger. Je me lève comme ça. Et là, je me dis, bon, il y a un gros problème. Voilà. C'est plus des simples douleurs au dos, j'ai une épaule paralysée, enfin un bras paralysé, et des douleurs atroces. Qu'est-ce que je fais? Je commence à être hospitalisé, donc j'ai pas d'études, je fais pas d'études parce que je suis hospitalisé, j'ai plus de sport. Socialement, ben, t'as plus trop d'amis parce que t'es plus dans le move des études, tu sors moins, etc. Et là, hospitalisation, des mois, des semaines, des jours, on va à Montpellier, on va dans d'autres hôpitaux, etc. Et on me trouve pas ce que j'ai. Donc on me trouve pas, on me cherche différentes maladies qui s'avèrent négatives, mais bon, il y a le stress qui rentre en compte, parce qu'on a sclérose en plaques, des maladies Ouais, neurodégénératives. c'est quand on te dit qu'on va voir si t'as ça, que tu fais des prises de sang, que ça dure 3 jours, tu dois être un peu. En quand fait, même, j'ai fait une prise de sang, ça a duré 6 mois. Pour savoir si pour t'avais. savoir si c'était une maladie, on pensait que j'avais une maladie neuromusculaire Ouais. dégénérative. Ouais. En fait, on m'a dit clairement, si tu as cette maladie, C'est je me fini. rappelle, c'était à la Timone à Marseille, et on m'a dit, si tu as cette maladie, ton cœur, c'est un muscle. Voilà. En gros, ils m'ont dit ça. Ouais. Et elle a été cash. Et en fait, ils étaient presque sûrs que j'avais ça. Donc, on a 6 mois d'attente. Moi, je perdais énormément de poids. Il y avait tout qui se mêlait au milieu. Je mangeais C'est plus. dur à encaisser. Comment ça se fait que ça dure 6 mois? Ben, parce que c'était des examens qu'ils envoyaient, je sais pas où. Faire le tour du monde. Ouais, c'est ça. C'était des examens assez poussés. Et c'était une maladie rare qu'on me suspectait. Donc, voilà, j'étais dans l'attente. Et là, 20 ans, Ouais. c'est dur. Enfin, il n'y a pas d'âge, je pense que n'importe quel âge, c'est dur. Mais voilà, une épaule paralysée, plus d'études, le sport, c'est pour ça que je l'ai mis tellement haut quand je le faisais plus. En fait, T'as ma une raison place de qui se vivre, libère qui est énorme en fait. c'est ça. Ma raison de vivre, elle était. Ouais. C'était fini, quoi. C'était fini. Et là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? En fait, j'étais paralysé. Peut-être dans 6 mois, on m'apprend que dans quelques années, ben, je suis plus là parce que j'ai une maladie bizarre. Bref, on est dans l'attente. Je continue des hospitalisations, beaucoup de cachets, parce que énormément de douleurs. Il s'avère que c'était pas cette maladie. Donc, content. Et fur et à mesure, l'épaule revenait. Donc, soulagé. Tu vois, au bout de 1 an et demi, 2 ans. Ça a duré longtemps. Ouais, c'est des mois, c'est des mois. Après, c'est vite dit. C'est vite dit là, maintenant. Mais à cet âge-là, c'est. C'est interminable. Ouais, c'est interminable. Sauf que tu sais pas ce que t'as, ta ça, vie c'est- change ouais. d'un coup. C'était fort. Parce qu'en fait, mes premières douleurs, c'était 17 ans. À ce moment-là, j'avais 20, 21 ans, quand vraiment l'épaule commençait à se rendre. Donc, ça fait quand même déjà quelques années. Et je vois mes amis qui, eux, bossent, qui, eux, font des grosses études, Ouais, qui partent sur Paris, qui partent sur ci, qui font. Et moi, je me dis, mince, en fait, Ouais. j'avance pas. Ouais. Je suis encore chez mes parents, qu'est-ce que je vais faire? Bref, l'épaule se remet, les douleurs non. Donc, des grosses douleurs à l'omoplate, j'étais tout tordu, je pouvais plus rester assis, ça me tirait de tous les côtés, enfin, un enfer. Et pareil, de plus en plus, tous les matins, j'arrivais plus à me lever. Je me levais le matin, j'allais aux toilettes en rampant. Donc, je me dis, tout bloqué, tout verrouillé, comme on Est-ce dit. qu'à ce moment-là, il y a des pratiques ou des habitudes un peu qui te soulagent? Tu vois, du Non. style, t'es dans une position où, je sais pas, tu te mets dans l'eau, je dis un peu Non, des rien. bêtises, mais... Rien. Et À ce c'est moment-là, ça, c'était- ça, justement qui est chiant avec Ça, ces c'est dur. maladies-là. Ouais, ouais. C'est que c'est plus fort que toi en fait. C'est ça. Tu sais pas Mm. comment le soulager quand Mm, la crise elle vient, mais t'as l'impression que ça peut te flinguer quoi. Ouais, mais en fait, c'est carrément ça. T'as bien dit le mot parce que
tu sais pas comment les soulager. Ouais. J'ai mal, je m'allonge, j'ai mal, je reste assis, j'ai mal, je reste longtemps debout, j'ai mal, je sais pas où je vais. Et comme tu dis, en fait, tu peux avoir une crise qui te bloque comme l'épaule. Pendant 2 ans, j'étais paralysé. Ouais. Et ça m'est arrivé sur d'autres parties, on va y venir. Donc tu te dis, en fait, à chaque crise, tu peux avoir une paralysie ou pas, mais tu as des séquelles. Là, j'ai encore mal à cette épaule, j'ai l'omoplate, j'ai mal, tu vois. Tu as des séquelles à vie. À ce moment-là, j'essaie de reprendre des études. Je me dis, bon, Pablo, on ne sait pas ce que tu as. En tous les cas, ça sert à rien de rester sur place. Voilà, prendre des études, essayer de faire quelque chose. Donc, je reprends la fac. En France? En France, à Aix, je reprends la fac, mais interminable. Genre, 1 heure en cours dans un amphithéâtre, je tiens pas, tu vois, je tiens pas. J'ai quand même des bons résultats parce que, voilà, je suis à fond dedans, mais je fais qu'un an de fac. Je fais qu'un an de fac, j'arrête parce que des nouvelles crises, des nouvelles douleurs. Je reprends un BTS. Je fais un BTS en Marseille. Là, au moment du BTS, c'était quoi? T'as quel âge? J'ai 22 ans. 22, et là, 23 ans. Toujours pas de diagnostic? Toujours pas de diagnostic. On commence à me dire, ouais, on pense que vous avez une maladie auto-immune, on pense que si. Mais en fait, on me fait des prises de sang, on me fait En fait, j'étais ballotté et ils ne savaient pas. Oui, c'est ça, oui, c'est non, oui, non, oui. Bref, je commence un BTS. Là, pendant le BTS, je suis hospitalisé parce que j'ai des douleurs de fou. Ok. Et en fait, on m'annonce que j'ai une... Ça a été compliqué parce qu'en fait, tu es devant un médecin que tu connais pas, plein d'internes, jeunes. Ils m'ont déshabillé, ausculté. Tu vois, tu as des jeunes de ton âge, ils sont internes, t'es pas bien, t'es malade. En fait, t'es malade parce que je mange pas beaucoup, j'étais pas en forme. Ouais, clairement. Et en fait, le médecin me dit, bah, vous êtes atteint de spondylarthrite ankylosante. Alors moi, je dis comment ça? Comme ça. Ouais. Ça, c'est le point commun avec tout le monde. C'est ça. Il te dit ça, mais normal, quoi. C'est ça. Et après, il va faire son café. Et c'est ça qui est... Pour moi, ça a été violent. Parce que lui, il y a eu des conséquences après. Parce que moi, quand il vient dans la chambre, sans attendre mes parents, j'étais majeur. Mais voilà, j'ai 20 ans, je suis pas non plus... j'ai pas 40 ans, quoi. Tu vois, t'es suivi par ta famille ou tu... Non, je suis vraiment suivi. Mais, mon père, en fait, c'est là où j'ai appris que mon père avait cette maladie. Ah ouais? Ouais, je savais pas que mon père avait cette maladie. Mon père, j'ai vu toujours fort en année. C'est pour ça que lui, il a arrêté la boxe, il a arrêté ici. Il t'a jamais dit, il te l'avait jamais dit avant ça? Non, jamais, il ne me l'a jamais dit. Alors après, il a eu différents degrés, il a eu des grosses crises, mais pas autant que moi. Enfin, c'est différent. Il ne nous l'a jamais dit. Pourtant, il a bossé tout le temps. Donc là, mon père... C'est fou, parce que c'est quand même le genre de pathologie que tu peux pas trop cacher. C'est difficile. En fait, moi, il y a des gens que, si tu veux, tu peux me connaître pendant 5 ans. Si je te le dis pas, tu le sais pas, tu vois. En vivant avec? Je pense que mes enfants, si j'ai des enfants un jour, je leur dis pas, ils le sauront pas. Tu vois. Mais du coup, quand tu peux dire que t'as mal au dos. Quand ça arrive, ça te rassure un peu. Ben en fait, non. En fait, quand j'attends spondylarthrite ankylosante, il n'y a pas mon père ou ma mère avec moi. Oui, voilà, c'est ça. Donc, on te diagnostique une spondylarthrite ankylosante. Voilà, axial, périphérique, ça veut dire que ça a touché les membres. Parce que là, c'est compliqué. T'as que le dos, tu peux avoir les jambes. Et moi, j'ai tout eu. Ouais. Et le problème, c'est que je sais pas c'est quoi. Donc, je sors. Parce que pas de réseau. Je sors. J'ai mes spondylarthrite ankylosante sur Internet. Mais là, c'est chose à pas faire. Jamais. Parce que là, je vois de tout. Ouais. Je vois des personnes qui sont... Tu peux mourir d'une spondylarthrite. Et oui, tu peux toucher, ça peut toucher ça, tu peux finir handicapé, mais oui, mais non, mais moi je fais du sport, mais je peux. Ouais. Mais au moins, je sais ce que c'est à peu près la maladie, parce qu'en fait, il m'a rien dit. Il m'a dit, oui, c'est une maladie auto-immune, inflammatoire, c'est chronique, mais moi, c'est mon stage. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu peux juste préciser pour que les gens comprennent bien ce que c'est qu'une spondylarthrite ankylosante? En fait, une spondylarthrite ankylosante, et je l'ai appris du coup en regardant sur Internet, là, dans ce parc, c'est une maladie auto-immune. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est nos propres défenses immunitaires qui nous attaquent. Qui se retournent contre nous et qui se mettent à nous attaquer. Et la spondylarthrite, c'est souvent les articulations. Donc les tendons, etc. Bon, je suis pas médecin, je te fais grosso modo. Mais au moins tout le monde comprend. Et en fait, ils pensent qu'il y a des problèmes. Et en fait, les défenses vont venir et vont grignoter en fait les articulations. Et les bouffent, au final. Donc inflammation. Grosse inflammation. Sauf que les articulations, j'ai découvert qu'on en a de partout. À l'oreille, j'ai eu des crises. Je croyais que c'était des otites, mais en fait, t'as des articulations à la mâchoire, t'as des articulations au thorax, t'as des articulations... Tout ce que tu peux bouger plus ou moins... T'as des articulations. Je te dis, putain, mais c'est pas la fin du calvaire, quoi. En fait, ça m'attaque de partout. Ouais. Plus je vais dans les mois, à cette époque-là, plus j'ai les doigts, j'ai les oreilles, j'ai les genoux, j'ai les chevilles. Bref, t'as des articulations de partout. Il y en a, ils sont attaqués que dans le dos, et moi, je suis attaqué de partout. Ouais. Donc, j'apprends que j'ai cette maladie. Et on me dit, t'inquiète pas, il y a des traitements, tu vas aller très bien. Et ça, je pense que ça a été une faute aussi, parce que de me dire que tu vas aller très bien, je me dis, bon, ben c'est bon, je vais reprendre le sport. Il me dit, ne t'inquiète pas, c'est rien, c'est pas un cancer. Mais bon, cancer, mais je suis là à 12 ans, 13 ans, on parle encore et j'en souffre encore, tu vois.
je me dis, bon, on va commencer ce traitement, etc. Donc, biothérapie. Biothérapie, on commence direct par des cachets, parce que sinon, c'est sur infiltration, Injection. injection ou tu te piques toi-même. Donc là, on commence par des cachets. Je réagis très mal, problème au foie, parce que c'est quand même des gros traitements. C'est des traitements qui sont lourds. C'est lourd. T'appuies quelque part, mais ça ressort C'est ça, quand même c'est à lourd. un autre Pas endroit. d'amélioration. En attendant le BTS, j'arrête parce qu'un jour, mon pied se paralyse. Il se paralyse Ouais. du jour au lendemain, j'arrive plus à conduire. Donc j'arrête mon BTS à 3 mois du BTS, des examens finaux. Donc c'est beaucoup d'échecs. Ouais, Tu vois, c'est beaucoup de coups durs. Ouais, beaucoup. Beaucoup parce que tu fais des années et à chaque fois tu te stoppes, tu te stoppes. Donc pas de sport, très compliqué. J'enchaîne les biothérapies. En tout, actuellement, j'en ai fait 7 quand même. Aucune n'a marché. J'en ai fait qui m'ont amené des infections pulmonaires, enfin des trucs de fou, tu vois. Et l'hôpital, donc après c'est parce que vraiment les cachets ça marche pas, donc on commence à se piquer. Et quand ça se piquer, ça marche pas, ben on fait intraveineuse. Et voilà. Et je pense que c'est pour ça que tu dis que quand le médecin t'a dit que t'allais aller très bien avec les traitements, c'est un peu une erreur parce que si jamais tu vas pas bien, Exactement, ouais. tu te dis, wow, mais du coup il s'est planté, C'est ça. mais du coup c'est encore plus fort que ça, C'est ça. et tu sais pas où tu vas. Exactement. C'est ça qui est hyper dur. Ben en fait, c'est ça. Moi, je suis rentré à Sainte-Marguerite à Marseille et quand je rentre dans cet hôpital, je vois deux types de personnes. Je vois des personnes qui sont à fond, qui viennent faire leur intraveineuse, Qui repartent. qui repartent et qui sont au top. Ouais. Et je vois, la première fois que ça m'a surpris, on était dans une grande salle comme ça. Et je vois en fait des gens complètement déprimés, tu vois. Ouais. Des gens tête baissée, d'autres dans un fauteuil roulant, ce qui marche à peine. Et je me dis en fait, quelle personne je vais être. Ouais, Et ça c'est dépend dur. pas de moi, parce que moi, mentalement, j'étais fort, tu vois. J'essayais de reprendre les études, j'essayais tout. Quelle personne je vais être. En fait, au bout d'un an, je me rappelle, je suis allé faire une de mes dernières, c'était le 24 décembre. Et je retourne faire l'intraveineuse. Et en fait, je me rends compte que j'étais la personne qui était tête baissée au fond, dégoûtée, Ouais. tu vois. Et je voyais les autres au top. Et là, je me suis dit, en fait, ce médecin, il m'a dit que c'était pas grave. Certes, c'était pas un cancer, mais encore, je me disais presque un cancer, on peut en guérir ou pas. Tu as deux choix, tu vois. Et là, je me suis dit, je sais même pas où je vais en fait, tu vois. Alors, certes, je peux pas en mourir, mais ça va m'amener. Dans tous les cas, ça t'altère ta santé. Voilà. Tu vois, les traitements, la C'est souffrance. ça, c'était fort. Et Tu mentalement, vis mal moralement, si t'es pas bien. c'est ça. Et là, je commençais à être cette personne au fond de la salle, de plus en plus, Ouais. 24 décembre, à me dire, Dur. ouais, donc compliqué. À ce moment-là, j'enchaîne les petits boulots. Donc, en tant que vendeur, dans des usines, en tant que jardinier, sauf que c'est des petits boulots qui sont physiques. Ouais. Et je faisais tout pour me gagner de l'argent, tu vois. J'allais dans Aix, je faisais des prospectus, je mettais dans les boîtes aux lettres. Mais en fait, je me tuais la santé. Le problème, c'est que j'avais pas de travail, j'avais pas d'études, j'ai rien à ce moment-là. Et que quand t'as pas beaucoup de qualifications, les petits boulots, bah, c'est souvent. C'est ça, tu vois. Et en plus, c'est pas pour dénigrer, mais en fait, c'est qu'avec ma maladie, c'était encore plus incompatible, tu vois. C'est des boulots déjà compliqués. Ouais. Et en ayant une carrément, maladie, c'était. Carrément. Et là, je me disais, tu sais, j'étais dans les, je voyais les étudiants, je me dis, en fait, moi, j'ai tout raté. À ce moment-là, je me dis tout raté. Voilà, je rentre dans ce cercle-là. Et là, je rentre dans une dépression forte. Donc là, t'as quel âge? 22, Là, 23? un peu plus, j'ai peut-être 24. Ok. 23, 24. Tu vois, de 17 ans à 24, il y a eu tout ce processus que j'ai raconté. Donc, les traitements qui sont enchaînés, les hôpitaux, les arrêts de fac, de tout. J'avais à peu près 24 ans. Et je commence à rentrer dans une dépression. Et en fait, le mot dépression, il est facile. Tu sais, ouais, je suis en déprime, demain j'ai mes partiels. Ouais. On l'utilise beaucoup. Ouais, voilà, on l'utilise beaucoup. Sauf que là, je me suis dit, non, je suis mal. Ouais. Je le sentais de plus en plus. Et le seul moyen que j'ai eu pour me sentir vivant, c'était de sortir. À outrance. Tu vois, pas que sortir, ce soit grave. Mais là, c'était pas sain, tu vois. C'est pas raisonnable. Non, c'était pas raisonnable du tout parce que c'était les sorties. Donc je travaillais et j'avais du mal à travailler. Mais l'argent que je gagnais, c'était tout pour. Je le claquais, tu vois, de partout. Donc les boîtes de nuit, les bagarres, l'alcool à fond. Donc je mélangeais l'alcool avec les tramadol. Ça me faisait des. Ouais, j'étais à fond, tu vois. Parce que le coup, j'avais mal nulle part. Donc après, dès que je pouvais me battre, j'étais content, je pouvais me battre. Je me disais, allez, je reprends un peu la boxe, tu vois. Ça, c'était dans un parking d'une boîte de nuit. Avec le danger que ça peut amener, et les filles, tu vois. Et les filles, les relations. Les relations. Alors, il faut savoir que j'étais en couple, que je vivais avec. J'ai eu vraiment 2 longues relations, 4 ans. Et que ce soit la première ou la deuxième, mais en fait, je les ai trompées. Et le pire, c'est que j'étais heureux, tu vois, de faire ça, parce que c'était le seul moyen
pour me sentir vivant et exister. C'est-à-dire que quand je sortais en boîte et que mes collègues ils me disaient va voir cette fille, et que j'allais et que je sentais que là, ben, c'est moi qui dominais la chose, eh ben, je me sentais vivant. Voilà. Mais c'est parce que, enfin, après, de toute façon, je suis personne pour juger, il n'y a rien d'excusable, mais c'est vrai que quand tu vis ce genre de truc pendant longtemps, ben en fait, tu comprends qu'il y a plein de choses qui te seront inaccessibles. Par exemple, tu vois, faire la fête et tout. Le jour, parce que il y a des moments où t'es juste pas en état, tu vois, quand t'as l'épaule en vrac et tu peux pas lever ton verre, enfin, tu vois. Ouais, c'est ça. Et du coup, quand tu peux un peu retoucher ça, mais c'est vrai que je comprends le fait que tu repartes dans ces choses en excès, c'est ça. parce que il y a des années où t'as vu un peu ta jeunesse passer, t'étais entouré de gens qui avançaient normalement et toi t'as été bloqué. Et du coup, je comprends que quand tu peux y revenir, même si tu y reviens un peu à flux tendu, parce que c'était pas pérenne, mais tu y ailles 3 fois plus que ce qu'il faudrait. C'est ça. Et là, ça a été comme tu dis, je suis allé en excès. Ouais. Et cet excès, en fait, il m'a amené dans des... Moi, personnellement, je me sentais mal. Je me sentais fier, mais à la fois, je me sentais... En fait, plus je me remplissais de ces choses-là, et plus je me sentais vide, en fait, tu vois, de l'intérieur. Et je passe certains détails, tu vois. Je passe certains détails, mais j'étais heureux. Je pensais être heureux. Donc, j'enchaîne. C'est toutes ces sorties et toutes ces choses qui me bouffaient, qui me vidaient, en fait. Jusqu'au jour où donc je cachais ça à mon ex-copine, forcément. Je cachais. Je mentais très bien. Très, très bien. Ouais. Donc, je faisais le pusher avec la maladie la journée. Ouais, okay. Et le week-end, il n'y avait plus de maladie qui comptait. Ben, forcément, avec l'alcool et tout, si j'étais renouveau, tu vois. J'arrête les traitements, j'arrête les hôpitaux. Je me dis, bon, de toute façon, à quoi bon? J'ai mal. Depuis 17 ans, j'ai 24, 25 ans. Ça y est, j'ai mal. À quoi bon, tu vois? Vas-y, je vais à fond. Je vais à fond dans ce que je fais. Et juste, dis-moi. À ce moment-là, tu te projettes sur 10 ans, 15 ans, où justement, tu te dis YOLO, un peu tu te crames, tu vois? Tu vois pas ce que je veux dire? Non, je me projette pas du tout. Ouais. Alors, je crois me projeter, parce que ce qui est marrant, c'est pas marrant. Mais je me dis, ouais, c'est quand on se marie, je veux des enfants. Et en fait, le soir, je suis avec mes collègues, je suis en boîte et je suis un carnage, quoi, clairement. Donc non, je me projette pas, je crois me projeter, tu vois. Mais là où je me projetais, c'est malheureux à dire, c'est que je me projetais en fait à la mort, en fait. Plus j'arrivais dans ça, et plus j'avais des pensées bizarres. Ok. Ça fait bien le relais parce que c'est ça. En fait, je me projetais à me dire, bon ben, j'ai de plus en plus mal, parce que j'avais mal. Je fais n'importe quoi. J'ai pas de stabilité vraiment. En fait, je suis un bon à rien, tu vois. Ouais. Clairement, je suis un bon à rien. Je fais mal à mon ex, je me fais mal à moi-même. Qu'est-ce que je vais faire, tu vois. Et la maladie, ça te permet pas de voir plus loin. Ça te permet pas de voir que tu as 30 ans, tu peux avoir 30 ans, tu auras 35 ans, tu auras 40, les choses changent. Je voyais que le mur de la maladie, le mur des traitements, le mur des cachets, etc. Donc je rentre dans cette dépression très forte à penser au suicide H24, tu vois. Donc là, ça veut dire que c'est au début l'idée de... En fait, comment ça vient l'idée du suicide? C'est au début, tu te dis, ah putain... En fait, ça vient, et je pense que beaucoup de personnes se reconnaissent dans ça, parce que quand j'ouvre la parole sur ça, je me rends compte qu'il y a beaucoup de monde qui sont confrontés à ça. Carrément. Et c'est venu bizarrement. En fait, j'ai commencé à... Ça, je l'ai su après, quand j'ai vu des psys, mais on y viendra. J'ai commencé à développer des tocs mentaux, tu vois. Des tocs, c'est-à-dire je me posais des questions sur tout, et je me faisais des auto-réponses, et je rentrais dans un délire tout le temps. En fait, pour pallier à ma souffrance, je me faisais une autre vie dans ma tête. C'est bizarre à te dire, tu vois. Je me posais des questions sur tout, j'analysais tout. Tu vois, la dépression... Et ça, il y a des psys qui disent que c'est un peu l'amorce de la dépression, ça? Pour moi, ça a été ça, en fait. Okay. Parce qu'en fait, j'ai appris que ces tocs que je me faisais, c'est pour pallier à cette souffrance que j'avais physique. Mais c'était sur beaucoup de choses. Sur ma vie, tu vois. Et je vaux rien, c'était en boucle, tu vois, tout le temps. Toujours que des trucs hyper négatifs. Toujours forcément. Des trucs négatifs qui me bouffaient, tu vois, de l'intérieur. Et ces tocs, en fait, ils m'ont amené à des pensées, tu vois. Et les pensées suicidaires que j'avais, c'était des tocs, en fait. Tu vois, c'est un cercle vicieux. C'est comme un toc. C'est qu'il y a le mec qui se lave les mains tout le temps. Ouais. Ben moi, c'était mental. Ça. En fait, c'est pour me rassurer sur certaines choses. Donc, il y avait des questions sur tout. Je peux même pas, tu vois, je t'ai donné 2 exemples, mais c'était sur tout, en fait. Mais ça palliait, en fait, à ma souffrance physique que j'avais H24 du matin jusqu'au soir et même la nuit. Et ça me réveillait, je dormais plus. Et j'avais une fatigue extrême, tu vois. Ce qui arrange rien, forcément. Ce qui arrange rien. Et c'est ça qui m'a amené à vriller dans mon cerveau. Ouais, et du coup, il y a un moment donné, il y a une période où les tocs, ils se transforment carrément en pensées suicidaires et voilà. tu te dis... Mais ça, c'était mon plus gros toc, en fait.
Mais sauf que moi, à ce moment-là, je sais même pas ce que c'est un TOC. À ce moment-là, je me dis, il faut que je me suicide. Donc, tu te cherches. Donc vraiment, tu te dis, je vais en finir. Ah ouais, je me cherche des. Tu vois, je suis au bord d'un métro, je me dis, vas-y, je vais sauter dans le métro, je vais me pendre, Enfin, tous les moyens possibles imaginables Ouais. pour suicider. Qu'est-ce que je vais écrire à mes parents et comment ils vont me voir. Et je rentre dans ça, constant. Tu vois, que c'est pas une pensée. Ouais, je vois. Elle est là, le TOC. Tu vois, il est là. Ouais. Il rentre là. Donc, un jour, ben, je suis bouffé par tout ça. J'en parle brièvement à mon frère, à mon ex, tu vois. Mes parents, ils sont en Espagne à ce moment-là, ils ont pris leur retraite, ils partent en Espagne. Mon frère, tu sais pas si c'est du lard ou du cochon. Tu te dis, bon. Il me dit, tu devrais aller voir quelqu'un. Je dis non. Devant les autres, je garde le sourire, tu vois. J'essaie de rester un peu fort, mais tu sais, je suis bizarre. Et un jour, ben, j'ai envie de passer à l'acte, clairement, tu vois. Je me dis, ça y est, j'ai trop de souffrance physique, mentale. La boxe, ça me manque. Qu'est-ce que je vais faire? C'est bon, ça m'a saoulé. Je dis, ça y est, stop. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire? Et t'as le petit échappatoire que t'avais sur la fête, sur les excès. Après, ça c'est éphémère. Voilà, il est épuisé. C'est éphémère et ça t'apporte que du mal. Au final, tu vois, des excès comme ça t'apporte que du mal. Et tu vois que tu fais du mal aux autres aussi, tu vois. Donc, je me dis, ah ben, ça, il me reste une solution, c'est d'en finir, clairement. Et tu vois, c'est bizarre de dire ça parce que j'avais 25 ans et à 25 ans, en vrai, il te reste tellement de choses à vivre, tu vois. Et ben, je me dirige au Cap Canaille à Cassis. C'est la grande falaise qu'il y a là-bas. Et je sais que là-bas, on sait quand on habite pas loin de là-bas qu'il y a des gens qui se suicident là-bas, tu vois, depuis petit, ah, un tel. Donc j'y vais. C'était en février, je crois. J'avais 25 ans, donc ça fait déjà 7 ans de ça. J'y vais et ben, il n'y a personne. Je sors de ma voiture, j'écris un semblant de lettre, tu vois, mais t'as pas toutes tes capacités à ce moment-là. Et je me dis, ben, je m'approche et je saute. Ça y est, c'est fini, c'est terminé, tu vois. Clairement. C'était plus une pensée, c'était un acte, tu vois. Je voulais... Et en fait, au bord de cette falaise, bon, forcément, tu es au bord, et je crois qu'elle est 300 mètres de hauteur, enfin, elle est immense, tu vois. T'as quand même le petit... Ouais, c'est... Ben non. T'avais pas de blocage. Non. En fait, je suis au bord, je vois mes pieds dépasser de la falaise, alors que maintenant, tu vois, j'y vais, je peux même pas m'approcher, tu vois, tu t'approches comme ça, et ben, en fait, rien, c'est ça le pire, c'est que j'avais même pas peur de le faire, tu vois. J'étais arrivé à un tel stade que ça y est, c'était fini. Et à ce moment-là, je me rappelle d'une chose, c'est de Dieu. Et c'est là où c'est fort. Je me rappelle que de ça. Je me rappelle pas de mes parents, je me rappelle pas de ma famille, mes amis, mon ex à ce moment-là, ou quoi que ce soit. Je me rappelle de Dieu. Pourquoi je me rappelle de Dieu? Parce que depuis petit, forcément, en étant mes parents espagnols et d'Andalousie, où tu vois, c'est un peu culturel, tu vois. Je me suis dit, ce Dieu, j'y ai toujours cru. Je sais pas vraiment qui il est, par des photos dans la rue. T'étais pratiquant avant ou pas spécialement? Non, j'avais acheté une Bible à 13-14 ans, un ami à moi qui allait lui dans une église évangélique, il m'a dit ah, Nani, je dis ah ben je vais m'acheter une Bible, j'avais commencé à lire cette Bible, des fois je priais, mais bon, j'avais foi, tu vois, mais j'en avais pas besoin forcément à ce moment-là. J'avais toujours ma Bible, tu vois, je croyais toujours en Dieu, mais à ce moment-là, j'ai eu une pensée pour Dieu. Et ça peut être bizarre parce que même moi, sur ce moment, je me suis dit mais en fait, c'est qui Dieu, tu vois, au bord de la falaise. Je me suis dit, c'est qui Dieu? Il y a tellement de dieux, est-ce qu'il y en a 15, est-ce qu'il y en a 2, est-ce que qui c'est? Il y a plein de religions, au bord de la falaise. Et je me dis, je vais prier avec mes mots. Tu vois, chez les catholiques, tu récites souvent des prières, tu vois, tu sais pas comment faire. Bon, bref. Et je m'agenouille. Tu le fais, tu fais un genou au moins. Ouais, je m'agenouille, mais je sais pas si je vais sauter. Et c'était bizarre. Et je prie, tu vois, je prie. Et en fait, je dis pardon, en fait. Pardon pour le mal que j'avais fait à plein de monde, à plein de filles notamment, à mon ex, à plein de monde, tu vois. Et je demande pardon pour ma famille, je demande pardon pour ce que j'allais faire, tu vois, parce que je savais que c'était égoïste en soi. J'ai eu de me dire, bon, qu'est-ce qui va se passer? Et là, en fait, j'ai pas vu Dieu, il n'est pas descendu, il m'a pas parlé et tout, mais j'ai ressenti en fait une paix à ce moment-là, incroyable. Truc que tu n'avais pas ressenti. Jamais, depuis très longtemps. Depuis très longtemps, comme j'avais jamais ressenti en fait. Peut-être que j'avais ressenti dans des moments d'euphorie, dans des combats, etc., quand tu gagnes, ou dans certains moments en famille, etc. En tout cas, sur les dernières années, non, j'ai pas eu ressenti. Et en fait, j'ai pleuré et j'ai vidé les larmes de mon corps, tu vois. Je me suis effondré en fait au bord de ce falaise, je me suis complètement effondré. Et j'ai pleuré et en fait, d'un coup, j'ai vu la vie différemment. C'est bizarre en fait. Au bord de la mort, parce que j'allais mourir, j'ai senti une vie. Clairement, j'ai senti la vie en moi. Et donc bizarre parce que tu te dis bon, en fait je vais pour me suicider, peut-être je suis un peu fou et je me fais des délires, tu vois.
À ce moment-là, tu te dis... Oui, parce que oui, je vois ce Tu que vois, tu veux peut-être dire. c'est la peur, donc j'analyse pas trop le moment, mais je me dis, bon, ben, j'ai senti ça, j'ai senti des frissons, j'ai senti une vie, j'apprécie ce que je vois, chose que j'apprécie plus, j'ai senti cet amour, j'ai prié, et je sens qu'il y a quelque chose. Je sens comme des promesses, tu vois, je sens un truc en moi. Mm. Et je dis, je peux pas le faire. Je peux pas. Je reste un bon moment, quand même. Et je me dis, je peux pas. Et je pleure et je pleure. Je monte dans ma voiture, j'appelle mon frère et je dis, Van, voilà, il faut que je sois hospitalisé. Tu vois, j'ai quand même du recul. T'es où? Ben, je suis au Cap Canaille et tout. Bon, d'accord, on t'hospitalise et tout. Donc, je fais 2 hôpitaux. Je fais Val-Vert et La Conception, hôpital psychiatrique d'urgence. Et là, j'arrive avec ma Bible, sans portable, sans rien, un surlignant ma Bible. Et les infirmières, elles rigolent. Tu sais. Ouais. Monsieur, qu'est-ce que vous faites avec une Bible? Je dis, tu sais, elles ont dû vraiment prendre pour un fou. Oui, voilà, c'est que- C'est sur lui, il est. Il y en a qui peuvent le faire en Voilà, étant, c'est ça, voilà. Et c'est ce dont j'avais besoin, tu vois. Ouais. Et en fait, à l'hôpital, ben, je lis la Bible. Je pose mon portable. Et après ça, tu te sens comment? Il y a tout qui redescend, Là, il tu y a te des sens- jours tu as envie d'y retourner ou vraiment Mais putain, après ça, quand je te dis ça, c'est que je suis allé le lendemain soir. Hein. ouais, Donc, non, je me sens quand même mal, je me sens vide. Mais j'ai senti un amour que je pourrais même pas te t'as décrire. senti un filon, tu t'es dit ça vaut Ouais, pas le coup de le faire. Ouais, voilà. J'ai senti une promesse, un amour. Tu vois, Ouais. c'est comme quand t'es amoureux, tu tombes amoureux, un truc bizarre. Bref, je rentre dans l'hôpital et je lis la Bible. Enfin, pas toute la Bible, mais je lis une grande partie Ouais. de la Bible. Le Nouveau Testament, tu sais, quand ça parle de Jésus, etc. Et en fait, dans la Bible, et c'est fort parce qu'avant, je lisais la Bible, je comprenais sans comprendre. Et en fait, il y a un verset dans la Bible qui dit, tu sais, il y a un apôtre, Paul, qui lui a une infirmité dans son corps et qui demande à Dieu de lui enlever. Donc, je lis ça. Et en fait, il a une réponse de Dieu qui lui dit, en gros, la réponse c'est ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et lui, il dit, du coup, je me glorifierai bien plus de mes faiblesses pour Christ, pour Jésus. Et là, en fait, ce verset, je lis et je pleure. Je pleure. Parce qu'en fait, moi, dans ce moment-là, je suis dans une extrême faiblesse, tu vois. Ouais. Et en fait, le livre que je vois toujours dans des maisons, il est poussiéreux et que tout le monde s'en fout, tu sais, dans nos générations, Ouais, tu te dis, bon, ouais. allez. En fait, je dis, il me parle. Je dis, ces versets, il me parle. Pourtant, j'en ai lu, j'ai lu, mais ces versets, il me parlent. Et en fait, de me dire qu'en fait, Dieu il est venu dans mon extrême faiblesse, pour ma part. Mm. Et je me suis senti sale parce que j'ai demandé pardon, parce que je faisais du mal à certaines personnes et surtout à moi-même. Et je pense à Dieu. Et en fait, c'est dans cette faiblesse qui m'a relevé, tu vois, et qui m'a dit, tu es fort à travers ce verset. Et là, je me suis dit, quand j'ai vu ma puissance s'accomplir dans la faiblesse, la puissance de Dieu ça va s'accomplir dans ma faiblesse, et ben en fait, ça a tout changé. Dans cette chambre d'hôpital, hôpital psychiatrique quand même, je me suis dit, Ouais, ouais. ouais, c'est pas rien. Et là, j'ai trouvé un sens. Là, ça y est, tu passes sur la V2 du coup justement. Je commence à passer sur la V2, exactement. Et ça a été long. J'ai 25 ans. Ouais. Je suis suivi quand même psychiatriquement. On me donne des traitements antidépresseurs, anxiolytiques, somnifères, assez lourds. Mm. Je les prends pendant presque 2 ans, 2-3 ans quand même. Mais entre-temps, je continue avec cette Bible que j'avais achetée à l'âge de mes 13 ans, que j'ai réouvert dans cet hôpital et je continue à la lire. Mais je continue dans tous mes travers. Donc je sors de l'hôpital et je me dis, c'est bon, je vais mieux. Je prends les traitements ils jouent énormément. Ma foi, il joue énormément. Ah, c'est bon, je vais bien. Et là, je ressors. Et bim, je ressors. Ok, Ah ouais. Et je reprends. C'est pour ça, la V2, elle n'est pas encore. Je n'ai Ouais, pas ouais. passé la vitesse. Ouais. Et là, je reprends voilà, un peu dans tous ces travers. Mais je sens qu'il y a autre chose en moi. Tu vois, je sens que je suis appelé à autre chose, tu vois. Mm. Il y a un truc qui a changé. Il y a un truc à changer. Parce que quand je sors et quand je fais ce que je fais, je me sens mal. Ouais. Je me sens sale. Je me sens pas digne, tu vois. Je me dis, waouh, il s'est passé quelque chose. J'ai vécu une expérience spirituelle et je la salis. Ça passe, on se quitte avec mon ex-copine, je retombe dans des grosses douleurs. Mais je me dis, c'est pas grave, tu vas pas retomber dans Ouais. cette oppression mentale. Mais je prends en ce moment des traitements antidépresseurs. Je continue, tu vois. Je suis hospitalisé, encore une fois. Et là, donc hospitalisé à la Pointe-Rouge à Marseille, on me fait de la cryothérapie, on essaie d'autres traitements, etc. Donc ça, je te dis, la tentative de suicide, j'avais 25 ans, et là, je devais avoir 27 ans, 28 ans. Ouais. Tu vois, il y a eu quand même donc autant de douleur, autant de fatigue, etc. À ce moment-là, je rencontre une dame qui me dit, on sympathise, elle me dit, Pablo, il faut que tu fasses quelque chose de ta vie, je te vois dans le social. Je dis, ouais, mais je me sens pas de reprendre des études. J'arrive pas à rester longtemps assis, je me vois. Oui, commence dans le social, donc je fais une formation dans le social. Accompagnant éducatif et social, c'est presque comme éducateur ou moniteur éducateur. Ouais.
Je vais travailler dans un centre d'enfants, dans une MEX, maison d'enfants à caractère social, tu sais, les enfants placés, etc. Je rencontre un tuteur de stage, on s'entend bien. Bon, je vois la misère du monde vraiment aussi, tu vois. Et mes douleurs, elles continuent, je suis perdu, je suis plus avec mon ex, j'attrape le Covid, je vais arrêter mes études parce que le Covid, ça m'a tué, parce que j'avais des douleurs de partout. Je suis entre deux, je rate mon stage, je reprends. Tu vois, toujours encore ce... C'est vraiment... Fluctuant. Ouais, c'est des chaos, tu vois. Je suis en voiture, ça fait ça, quoi. Mais je me dis, Pablo, lâche pas. Il y a quelque chose de bien. Tu as eu des promesses, tu as ressenti quelque chose, ne lâche pas. Il s'avère que cette personne, mon tuteur de stage, c'est un chrétien qui va dans une église évangélique sur Marseille. Et il me dit, Pablo, moi, je vais dans telle église et tout. Est-ce que ça te dirait de venir? Je dis non. Alors j'en avais envie. Ok. Je dis non, je laisse passer un an et je continue des sorties. Et bon, mais je continue. Et un matin, un dimanche matin, je me lève, je revenais de boîte. Donc j'avais dormi 2-3 heures, tu vois. Gueule de bois et tout. Et il me dit, ben, viens à l'église. Et j'y vais. Et je reprends cette Bible. Et j'y vais. Donc je rentre dans l'église. Je sais pas si tu es déjà allé dans une église évangélique, c'est super ouvert, tu sais. C'est différent des églises catholiques. Je m'assois, tout le monde me parle et tout. Et en fait, il y a un jeune pasteur qui a mon âge et qui dit une parole de Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Et là, je m'effondre, en fait. Je dis, en fait, le chemin que j'ai besoin, moi, c'est celui-là, en fait. Tu vois, c'est le chemin que j'ai eu à 13 ans quand j'ai acheté cette Bible. C'est le chemin qu'on m'a montré quand j'ai voulu me suicider. C'est le chemin que je dois prendre à ce moment-là, tu vois. Et là, je sors de l'église changé complètement. J'ai revécu ce que j'avais vécu, mais changé. Donc, j'arrête tout. Et je commence à m'intéresser à la religion. Je lis ma Bible, je commence des études bibliques. Enfin, à l'église, on m'explique ce que c'est. Je veux me baptiser. J'ai été baptisé enfant, mais je comprends que le baptême, c'est autre chose. C'est une nouvelle vie. Donc, c'est une V2 complètement, là. Ouais. Donc, je veux me baptiser. Je fais des cours de baptême. Je rentre dans ça et je me sens de mieux en mieux, tu vois. Et je continue cette formation. J'ai mon diplôme. Et je me baptise. Et en fait, ma vie, depuis, en fait, je me suis baptisé. Là, j'ai 32 ans, je me suis baptisé, j'avais 29 ans. Et en fait, tout a changé. J'ai toujours la maladie, la spondylarthrite. Donc, je vis toujours avec des douleurs. Parce que c'est une maladie qui se guérit pas. Qui se guérit pas. Tu peux gérer les symptômes, mais malheureusement, voilà, tu tu l'as peux toujours gérer les avec toi. symptômes, etc. Alors, il faut savoir que comme je crois en Dieu, je crois au miracle. Ouais. Donc, j'ai demandé une guérison à Dieu, tu vois. Et c'est vrai, des fois, les gens dans les églises, tu peux avoir de tout qui me disent « Ouais, il faut que tu demandes, c'est que tu n'as pas assez de foi et tout. » Mais moi, je sais par où je suis passé. Et en fait, je sais que Dieu, il a guéri mon cœur, tu vois. Et ça, c'est le plus important. Parce que mon cœur, il est complètement guéri. J'ai arrêté les antidépresseurs, ça fait depuis l'âge de 28-29 ans, j'ai tout arrêté. J'en ai pas besoin. J'ai toujours la spondylarthrite. Je vis avec, c'est dur parce que je suis en maladie, j'arrête et je reprends en invalidité. C'est dur parce que c'est dur de mener une vie comme ça. Mais en fait, toutes les promesses que j'ai reçues au bord de cette falaise, que j'arrivais pas à analyser, je les vis en ce moment, tu vois. Parce que en fait, je suis un homme nouveau, clairement. Et alors, on se moque de moi souvent. Parce que quand je dis ça, on me dit, bah, t'es perché, tu vois. Il y a beaucoup qui me disent, même des anciens amis, ils me disent, ouais, mais c'est bon, t'es perché, nanana. Mais en fait, je suis heureux dans ma foi, tu vois. Je suis heureux dans ma foi, je suis heureux là où je suis. J'ai rencontré ma future femme. On s'est rencontrés dans une église, dans un camp chrétien. On pense pareil, on vit les choses pareilles. J'ai commencé de la musique, tu vois. Donc, je fais du rap chrétien où je parle de mon témoignage, de tout ce que je t'ai dit, j'en parle en musique. Musique que je faisais quand j'étais jeune, tu vois, du rap entre 10 et 15 ans. Et j'ai repris, je suis en train d'écrire un livre. Trop bien. Et en fait, je vais de partout, je fais des concerts de partout, que ce soit dans des églises ou des festivals, pour dire en fait, moi, ce que j'ai vécu personnellement avec Dieu, tu vois. Et sans honte, tu vois, et sans vouloir convaincre la personne. Juste, tu racontes. Je raconte l'expérience que j'ai eue et en fait, c'est que j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Et quand j'ai lu, en fait, qui était Jésus, pas le Jésus que l'on pense tous connaître, le petit dans la crèche, non, mais le Jésus adulte, eh ben, ma vie, elle a changé, quoi. Donc, j'en suis là. Toujours avec la spondylarthrite, mais après, plus du tout pareil. Non, plus du tout pareil. Plus du tout pareil. Plus du tout. Ma vie, elle a complètement changé. Et quand je vois l'ancien moi, je me dis, en fait, c'est pas possible que j'étais comme ça, tu vois. Quand je vois des photos, des vidéos, mais même mon regard, tout a changé, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est fort. Beaucoup plus superficiel, t'étais plus perdu, tout était différent, quoi. Et je cherchais plus l'approbation des autres, tu vois. Je cherche plus l'approbation des autres dans le sens où, avec la boxe, c'est vrai que toujours il faut gagner. Physiquement, on prend aussi, on est content.
Tu vois, il faut toujours paraître. Et en fait, j'ai plus besoin de ça. Tu vois, j'ai plus besoin de ça. Et en fait, j'arrive à me glorifier, comme dit ce verset, de mes faiblesses, tu vois. J'arrive à me dire, ben là, je suis faible. Eh ben, à ce moment-là, je sais que je suis fort grâce à Dieu. En fait, je me glorifie de mes faiblesses. Et ça m'empêche d'être un peu orgueilleux, tu vois. Et j'arrive à gérer ma vie comme ça. Après, il y a des hauts et des bas. Toujours. Voilà, je te parle, j'ai des douleurs, des fois je dors mal, j'ai encore des traitements, on pense à me faire une nouvelle biothérapie, mais mon cœur il est changé, tu vois. Voilà. Trop bien. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de beau alors? Alors maintenant, tu vois, je vois pour peut-être me réorienter professionnellement parce que c'est compliqué à travailler dans une maison d'enfants caractère social, tu vois, physiquement. Donc je suis en train de voir peut-être pour reprendre des études à 32 ans. Ok, stylé. Donc ouais, j'aspire à ça et la musique. La musique, je bois un peu. Vas-y, je t'en prie. La musique à fond. C'est ça, nous, c'est comme ça qu'on t'a connu et que j'espère tu vas gagner une audience encore plus importante que celle que tu as aujourd'hui. Mais voilà, c'est maintenant ça qui fait que tu as ta petite existence aux yeux du grand public. C'est justement dans la musique. Est-ce que tu peux un peu en parler de ça? En fait, la musique, j'ai toujours aimé le rap, sauf que le rap, il a pris un chemin que j'aime moins. Ouais. Tu vois, dans les textes et tout. Pour le coup, t'es à contresens. Ouais, là, je suis à contresens. Ouais. Donc, je m'y reconnais pas du tout. Donc, j'avais lâché le rap. Et un jour, quand je fais un camp chrétien, où j'ai rencontré, du coup, Anaïs, ma fiancée. Et dans ce camp chrétien, en fait, il y a eu plein de choses. Ça, c'est juste après ma conversion, tu vois. Et dans ce camp chrétien, il faut faire son témoignage en musique ou en art. Je mets une inscrite sur YouTube, je l'ai fait, je l'ai appelé Jésus m'a sauvé. En fait, je vois les gens, ils sont réceptifs, les jeunes, etc. Et en fait, je parle de mon témoignage, du suicide et tout ce qui m'est arrivé. Et je vois beaucoup de jeunes qui viennent et qui me disent « Ah, dans les églises, c'est tabou. » Parce que des fois, tu as des pasteurs ou des prêtres ou des autorités, tu vois, qui disent aux jeunes Non, mais il faut croire en Dieu, les psychiatres. » Tu vois, ça peut arriver, les psychiatres. Ouais. Mais en fait, moi, ça a été un tout. J'ai eu Dieu et j'ai eu la science, les psychiatres qui m'ont aidé, les médicaments, etc. Donc, dans mes musiques, j'ai commencé à parler de ce que j'ai vécu. Et ça a pris quand même dans ce milieu-là, c'est une niche. Et maintenant, au fur et à mesure, là, je prépare un album. Je prépare un concert là sur Marseille où vient un artiste chrétien aussi qui a pas mal d'écoute. Je fais sa première partie sur Marseille. Je fais des concerts à droite à gauche. Je monte sur Paris là dans une semaine. Et en fait, je suis heureux parce que j'arrive en fait, j'ai sublimé la maladie grâce à Dieu, en fait. Et j'arrive à en parler. Et j'en parle en rappant, en chantant, en écrivant. Et je suis heureux, tu vois. Moi, qui me plaît particulièrement dans les profils comme les tiens, c'est que t'aurais pas fait ce que tu fais aujourd'hui si t'avais pas vécu des moments qui étaient hyper compliqués. C'est que dans ton malheur, t'as accédé à des choses auxquelles t'aurais pas eu accès tout simplement avant. Complètement, ouais. Et la vitesse à laquelle t'as changé, alors ça, je veux dire, il y a eu des prémices pendant longtemps, pendant toute ta vingtaine, mais en soi, le vrai changement, la vraie bascule, elle s'est faite sur 2-3 ans, sur la toute fin de ta vingtaine. Et ça peut vraiment, ça redonne espoir. Et moi, j'ai envie que quand il y a des gens qui regardent ce podcast, ils disent OK, qu'ils aient des points communs qui soient plus ou moins proches avec toi, que ce soit dans la maladie, dans l'état psychologique, religion ou pas religion. Ça peut être dans autre chose qui peuvent trouver un réconfort. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant parce que les choses, elles peuvent vraiment vite basculer. Et il faut jamais complètement lâcher. Non, jamais. Ouais. Il faut jamais complètement lâcher. Ouais. Des fois, c'est dur, mais il faut, je pense, toujours garder un petit fil directeur. Le conseil que je peux donner, et je suis encore jeune, tu vois, j'ai 32 ans, donc ouais. je sais pas, mais en fait, c'est que il y a toujours, tu vois, il y a toujours une lumière au fond. Et moi, je la voyais plus. Ouais. J'avais un mur, j'étais dans un tunnel, et je voyais pas cette lumière. Et il a fallu que je sois au plus bas pour comprendre qu'il y a une lumière. Alors moi, je suis persuadé que c'est Dieu qui me l'a donné, cette lumière. Mais voilà, elle y est, tu vois, elle y est dans chaque homme, tu vois. Et je l'ai vu, et grâce à Dieu, je l'ai vu parce que j'ai pas sauté. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui passent à l'acte, tu vois. Il y en a beaucoup qui passent à l'acte. Dernièrement, dans ma famille, j'ai eu un suicide et je me suis dit, mais j'aurais pu en parler. Et je n'en ai pas en parlé, tu vois. Et c'est pour ça que maintenant, à travers la musique, je peux en parler et de dire, il n'y a pas tout le monde qui pense au suicide, mais des fois, tu vois, on a des moments où c'est compliqué. On a des vies quand même intenses. Mais il y a cette lumière qui est toujours au fond. Et en fait, j'essaie toujours de me dire, elle est là. Et je fonce dessus, tu vois. Ouais. Et voilà, c'est le seul conseil que je peux donner. C'était ma dernière question pour toi et tu as répondu. Voilà. Franchement, je te remercie pour merci à toi. Merci ce témoignage. C'était ouais. vraiment un beau témoignage. J'ai pas été trop long, ça va. T'as pas été trop long. J'ai presque été inutile. T'as tellement tout bien raconté que j'ai essayé. j'ai pas eu besoin de driver.
Où est-ce qu'on peut te retrouver maintenant? Alors, me retrouver sur Instagram, Pablo Emmanuel, TikTok, Pablo Emmanuel, YouTube, Pablo Emmanuel, Spotify, Deezer, toutes les plateformes, Pablo Emmanuel. Et voilà, il faut écouter le rap chrétien, ça change. C'est ça. C'est d'autres paroles. Après, j'aborde pas que Dieu forcément, j'aborde beaucoup de thèmes de la vie, mais ça reste toujours bienveillant ou des choses que j'ai vécues. Ou l'amour, tout simplement. Ouais. Ouais. Bah, de toute façon, on met tous tes liens en description, on met tout sur la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé ce podcast jusqu'au bout, c'était un plaisir. Je te remercie, Pablo. Merci à toi. Et on se revoit pour un prochain épisode. À très vite, ciao.